Ma famille m'a enterré vivante pendant 15 ans, me qualifiant d'échec qui avait quitté la marine. À la remise des diplômes de mon frère, mon père, l'amiral, n'a même pas prononcé mon nom. Mais ensuite, un commandant de haut rang a croisé mon regard de l'autre bout de la salle et a rugi, « Commandante des cils, madame. » À cet instant précis, leur monde parfait a commencé à brûler, et c'est moi qui tenais l'allumette. Je m'appelle Tiana Brox. J'ai 42 ans, et, depuis 15 ans, je suis un fantôme dans l'histoire de ma propre famille. La vie que j'ai vécue, l'air que j'ai respiré, le sang que j'ai versé. Rien de tout cela n'était réel pour eux. Pour eux, j'étais un échec, une déserteuse, une honte. Le « ping » de mon téléphone était un son froid et métallique, qui résonnait dans le silence de ma petite cabane rustique, nichée dans les contreforts de la Virginie. C'était un bruit qui n'avait pas sa place, au milieu de l'odeur du pain et du vieux bois. Le message sur l'écran venait de ma mère, Eleanor. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Remise des diplômes de Caline. 10 heures, dalle Grand Hall. Assieds-toi au fond. Ne laisse personne te voir. Ne fais pas honte au nom des Brox une nouvelle fois. Il n'y avait pas de « avec amour, maman ». Pas de « j'espère te voir là-bas ». Juste une directive, aussi froide et tranchante qu'un éclat de glace. C'était mon rôle, la honte invisible, convoquée uniquement pour remplir une obligation silencieuse et amère. J'ai enfilé une simple chemise à carreaux et un jean usé, le genre de vêtement qui était devenu mon uniforme, dans cette vie tranquille. J'ai ignoré la berline noire et élégante dans le garage, une relique d'un passé que j'étais censé avoir eu, et je suis monté au volant de mon vieux Ford F-150. Son moteur a grondé pour s'animer, d'un son grave et honnête. C'était une bête de somme, pas un cheval de parade. C'était moi. Le trajet jusqu'à Annapolis était un voyage dans un autre monde. J'ai quitté les routes de campagne sinueuses de la Virginie, pour les autoroutes impeccables du Maryland, mon pick-up poussiéreux se sentant de plus en plus déplacé, au milieu d'un océan de Mercedes et de BMW rutilantes. Le chrome poli de leur calandre reflétait un monde de pouvoir et d'influence, le monde que ma famille habitait. Je pouvais sentir les regards en coin des autres conducteurs, leurs yeux passant de leur tableau de bord garni de cuir, à la peinture délavée de mon camion. Ils ne voyaient pas une guerrière décorée. Ils voyaient une simple travailleuse, une manœuvre. Ils voyaient ce que ma famille voulait qu'ils voient. Dalle Grand Hall était une cathédrale de l'honneur militaire. Son vaste espace était bâti pour supporter le poids de l'histoire, et le tonnerre des applaudissements. Des portraits de grands amiraux, leurs yeux sévères et savants, tapissaient les murs. Le portrait de mon grand-père figurait parmi eux. Je suis passé devant, descendant anonyme, et j'ai trouvé mon lieu d'exil désigné, une chaise en bois dur, au dernier rang, partiellement masquée par un pilier épais et impitoyable. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère, resplendissante dans un tailleur en maille Saint-John, murmurer à une amie, la femme d'un autre amiral. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots, pour en comprendre le sens. J'ai capté un faible murmure dans l'air, porté par l'acoustique de la salle. Oh, celle-là. Elle est juste là pour faire bonne figure. Ne faites pas attention à elle. J'ai fixé mon regard droit devant moi, et j'ai laissé mon visage devenir inexpressif. Un masque d'indifférence placide. C'était une compétence que je n'avais pas apprise dans un bal de débutante, mais dans la chaleur étouffante de Kandahar, et dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. L'art de ne devenir rien. L'art de la survie. Puis mon père, l'amiral à la retraite Thaddeus Brox, s'est avancé vers le podium. C'était un homme monumental, avec une chevelure argentée abondante, et une posture capable de commander des flottes entières. Sa voix, affinée par des décennies de commandement, a résonné dans la salle. Un baryton riche, qui tissait une grande tapisserie d'honneur, de devoir et d'héritage. La famille Brox, a-t-il déclaré, son regard balayant les dignitaires rassemblés, sert cette nation depuis 4 générations. Nous avons répondu à l'appel en temps de guerre comme en temps de paix. Nous comprenons que le service n'est pas un choix. C'est un héritage. Il a parlé de la bravoure de mon grand-père à Midway, de son propre service pendant la guerre froide. Il a couvert d'éloges mon jeune frère, Caline, qui était assis au premier rang. Son nouvel uniforme d'enseigne était immaculé, son visage rayonnant de fierté. Et aujourd'hui, la voix de mon père s'est gonflée d'émotion, mon fils, Caline, perpétue cette fière tradition. Il porte le flambeau de l'héritage des Brox vers l'avenir. Il a regardé Caline avec une expression de fierté infinie,
un père contemplant sa création parfaite. Il n'a jamais, pas une seule fois, jeté un regard vers le fond de la salle. Il n'a jamais, pas une seule fois, mentionné mon nom dans son grand récit. Dans l'histoire glorieuse de la famille Brox, j'étais une note de bas de page qui avait été effacée. Un chapitre arraché du livre, et brûlé. Je suis restée assise, parfaitement immobile, la respiration régulière, le pouls stable. Un fantôme au festin de ma propre famille. La cérémonie touchait à sa fin, lorsque les grandes portes en chêne, au fond de la salle, se sont ouvertes. Un homme en uniforme décoré est entré, se déplaçant avec l'urgence discrète de quelqu'un arrivant en retard, mais avec une intention précise. Le capitaine de corvette Jack Storn, le nouveau commandant de Kalin. Ses yeux, vifs comme ceux d'un faucon, ont balayé la foule. Il cherchait son nouvelle enseigne, il cherchait ma famille. Mais son balayage s'est arrêté. Son regard s'est détaché des premiers rangs, de la mer d'uniformes scintillants et de femmes de la haute société, pour se fixer sur les ombres, tout au fond. Sur le pilier. Sur moi. Je l'ai vu sur son visage. D'abord, une lueur de confusion. Puis, une vague de reconnaissance naissante. Sa posture, déjà droite comme un i, a semblé se durcir comme du granit. La recherche désinvolte dans ses yeux, s'est transformée en un regard de respect profond, et sans faille. Dans le silence sacré de Dalgrand Hall, sous le regard de centaines d'officiers décorés et de leurs familles, le capitaine de corvette Thorn s'est mis au garde à vous. Son bras s'est levé, dans un salut militaire net et parfait. Sa voix, claire et puissante, a brisé le décorum de la salle comme un coup de fusil. Commandante des cils, madame. Les mots sont restés suspendus dans l'air, électriques et indéniables. Un halètement collectif a parcouru la salle. Toutes les têtes, des amiraux du premier rang aux familles du fond, se sont tournées dans ma direction. Au premier rang, j'ai vu la main de ma mère se porter à sa bouche, son sac Chanel tombant avec un bruit sec sur le sol poli. J'ai vu la mâchoire de mon père se serrer si fort, qu'un muscle a tressailli sur sa joue, son visage un masque de fureur glaciale. J'ai vu Kalin, mon frère prodige, figé sur son siège, le visage pâle d'incrédulité. Le mensonge qu'ils avaient si soigneusement construit pendant 15 ans, le mythe de la fille qui avait échoué, venait d'être démoli. Il avait été mis en pièces par 2 mots, et un seul geste stupéfiant. La représentation était terminée. Le fantôme était bien réel. Le grondement sourd du moteur du Ford était le seul son, alors que je roulais vers l'ouest sur la route 50, laissant derrière moi le monde immaculé d'Annapolis. Le chaos de Dalgrand Hall s'était estompé. Mais le silence, à l'intérieur de mon camion, était maintenant rempli d'une question. Une question qui résonnait plus fort que n'importe quel salut militaire. Comment en étais-je arrivé là? Comment ma vie, une vie de service et de sacrifice, était-elle devenue un mensonge si fragile, qu'il pouvait être brisé par 2 simples mots? Mon esprit a dérivé du présent, loin du salut choquant du capitaine de corvette Thorn. Il s'est posé sur un après-midi d'été étouffant, quand j'avais 16 ans. Ce n'était pas la première fissure dans les fondations de ma famille. Mais ce fut la première que j'ai vraiment ressentie. Je venais de rentrer des championnats nationaux de tir à la cible, à Colorado Springs. Le lourd trophée plaqué or était frais, et solide dans mes mains. Mon cœur battait d'une pure fierté adolescente. J'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. J'ai couru, je n'ai pas marché, jusqu'au bureau de mon père. La seule pièce de notre maison de Georgetown qui semblait être le siège du pouvoir, le centre de commandement de nos vies. Il était là, derrière son grand bureau en acajou. « Papa, regarde » m'exclamai-je, en lui tendant le trophée. Il a levé les yeux. Son regard, de la même nuance de gris ardoise que l'Atlantique par temps d'orage, est passé de mon visage au trophée, puis est revenu. Il n'y avait aucun sourire, aucune lueur de fierté. Juste une évaluation froide, et dure. Il s'est levé, a pris le trophée de mes mains sans un mot, et est passé devant moi. Je l'ai suivi, confuse, alors qu'il se dirigeait vers la grande poubelle de la cuisine. Avec un bruit sourd et métallique, il a jeté ma victoire dans la benne, à côté du marc de café et des journaux jetés. Il s'est retourné pour me faire face, sa grande taille de 1,88 m projetant une longue ombre sur moi. La famille Brox n'élève pas de tireurs d'élite, a-t-il dit, la voix basse et définitive. Nous élevons des leaders. Tu es une jeune femme, Tiana. Tu agiras comme telle. Ton avenir est derrière un bureau, à soutenir des hommes comme ton frère.
Pas dans la boue avec un fusil. Ce fut la première fois que j'ai compris. Mes accomplissements, mes passions. Ils n'avaient aucune valeur s'ils ne correspondaient pas au scénario qu'il avait écrit. Je n'étais pas une personne. J'étais un rôle. Et j'avais choisi le mauvais. La première blessure avait été infligée, et elle allait dicter la forme de toutes les cicatrices à venir. Des années plus tard, un autre souvenir. J'avais 27 ans, debout dans ce même salon formel. Je venais de survivre à la Hell Week. J'avais enduré le froid glacial des vagues de Coronado, les kilomètres interminables de course dans le sable mouillé, l'épuisement écrasant de l'entraînement de base de démolition sous-marine des cils. J'avais fait ce que peu d'hommes, et pratiquement aucune femme avant moi, n'avait jamais accompli. Un espoir silencieux, et insensé, m'avait ramené à la maison. La conviction que cet exploit, enfin, suffirait. Je leur ai dit, sans détour. J'ai été diplômé du BUDS, je suis une Navy SEAL. La réaction ne fut pas celle que j'avais espérée. Ma mère, Eleanor, n'a pas gonflé de fierté. Elle a éclaté en sanglots, de pure peur non dissimulée. Sa main a volé vers son collier de perles. Oh mon Dieu, t'as deux, a-t-elle sangloté. Que vont dire les gens? Qu'est-ce que les journaux vont écrire? Pense à la réputation de la famille. Une femme qui fait ça. Mon père n'a pas haussé la voix. Il n'en a jamais eu besoin. Son pouvoir résidait dans son immobilité, dans le poids écrasant de ses déclarations. Il a laissé les sanglots de ma mère s'apaiser, avant de prononcer les mots qui allaient devenir ma condamnation, pour les 15 années à venir. Ton travail est classifié, Tiana, a-t-il déclaré, la voix aussi plate que la coque d'un cuirassé. Par conséquent, toute ton existence, à partir de maintenant, sera classifiée. À compter d'aujourd'hui, pour le monde, pour cette famille, tu n'existes pas à ce titre. Tu as choisi cette voie. Maintenant, tu la suivras en silence. Il n'a pas simplement accepté mon devoir. Il l'a retourné contre moi. Il a transformé mon serment envers mon pays, en un ordre de silence sur ma propre vie. Je n'étais plus sa fille. J'étais un secret d'État. Un dossier classifié, à enfermer dans le coffre-fort le plus profond, et le plus sombre de la conscience familiale. Il m'avait enterrée vivante. Cette nuit-là, de retour dans mon petit appartement anonyme de Virginia Beach, j'ai craqué. La discipline qui m'avait porté à travers la Hell Week s'est brisée, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la jeune fille de 16 ans, dont la victoire avait été jetée à la poubelle. J'ai pleuré pour la femme de 27 ans, dont l'exploit monumental avait été accueilli par la honte et la peur. J'ai pleuré pour la fille qui ne serait jamais assez bien. Puis, à travers le brouillard des larmes, je me suis souvenu de quelque chose. Un livre. Un exemplaire usé, relié en cuir, de La vie intense, que mon grand-père, un vieux marine stoïque qui sentait l'eau de mer et les épices, m'avait donné avant de mourir. Lui, il comprenait le feu qui brûlait en moi, d'une manière que mon père ne pourrait jamais saisir. Il avait souligné un seul passage dans le livre. Un passage de Theodore Roosevelt. J'ai trouvé le livre sur mon étagère, ses pages douces avec l'âge. Et là, sous la faible lueur de ma lampe de chevet, j'ai lu les mots qui allaient devenir mon bouclier, mon armure, mon credo. Ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui montre du doigt comment l'homme fort trébuche, ou comment celui qui accomplit des actes aurait pu mieux faire. Le crédit appartient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Qui s'efforce vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni imperfection, mais qui s'efforce réellement d'accomplir les actes, qui connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui se dépense pour une cause digne, qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe de la haute réussite, et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en osant grandement. Ma famille pouvait jouer les critiques. Ils pouvaient s'asseoir dans leur siège confortable, en soulignant mes prétendus faux pas. Mais ils n'étaient pas dans l'arène. Moi, j'y étais. Mon visage était celui qui était marqué par la poussière, la sueur et le sang. Mes mains étaient celles qui accomplissaient les actes. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. Je ne vivrai pas pour leur approbation. Je vivrai pour l'arène. J'avais choisi l'arène. Mais combien cette arène m'avait-elle réellement coûté? Quel était le véritable prix du silence? La question m'a suivi sur le chemin du retour d'Annapolis. Une passagère silencieuse dans mon camion. Quel était le véritable prix du silence?
La réponse ne se trouvait pas dans un seul moment dramatique. Elle était inscrite dans l'arithmétique silencieuse et brutale de ma vie quotidienne. Dans le coup accumulé de 15 années passées dans l'arène. De retour dans la solitude de ma cabane, le silence n'était plus un réconfort. C'était un miroir, qui reflétait tout ce que j'avais perdu. J'ai enlevé ma chemise. Le tissu rugueux à carreaux a gratté ma peau. Dans la pénombre de la salle de bain, j'ai fait face à ma propre histoire. Mon dos et mes épaules étaient une carte routière de ma carrière. Une tapisserie de lignes argentées et légères. Chaque cicatrice était un souvenir d'un endroit, qui n'existait officiellement sur aucune carte. Une ligne déchiquetée au-dessus de mon omoplate, d'un éclat d'obus à Kandahar. Un cercle plissé sur mon flanc, d'un ricochet dans un repère de pirates somaliens. Une longue et fine cicatrice sur mon avant-bras, d'un combat au couteau dans une jungle sans nom. Mon esprit est retourné à une nuit glaciale, sur une crête désolée de l'Hindu-Kush. Nous étions tombés dans une embuscade. J'avais traîné mon opérateur radio, un gamin nommé Miller, avec une photo de sa petite amie du lycée scotchée à l'intérieur de son casque, hors de la zone de tir. Plus tard, blotti derrière un affleurement rocheux, j'avais découvert une profonde entaille dans mon propre bras. Avec un kit de suture de campagne, et le faisceau faible et tremblant d'une lampe frontale, j'avais recousu ma propre peau. Il n'y avait pas d'anesthésie, pas de salle d'opération stérile. Juste le vent mordant, le silence immense des montagnes, et le son rauque de ma propre respiration. Je me suis demandé ce que ma famille faisait, à ce moment précis. Ils étaient probablement à une collecte de fonds politiques, ou à un gala en smoking au Army and Navy Club de Washington, sirotant du champagne et débattant de politique. Pendant qu'ils discutaient de menaces abstraites à la sécurité nationale, moi, j'étais en train de recoudre l'une de ces menaces, sur mon propre corps. Ils n'avaient aucune idée que leur fille, leur sœur, se battait pour continuer à respirer. Pour eux, j'étais simplement un parti. Mon dîner ce soir-là, était le même que la plupart des soirs. Ce n'était pas la côte de bœuf ou le homard thermidor, servi dans de la porcelaine fine dans les clubs que mon père fréquentait. C'était le repas de l'efficacité, de la survie. Une boîte de thon, un paquet de crackers salés, et un verre d'eau du robinet. C'était une habitude, forgée sur le terrain, où la nourriture est un carburant, pas un plaisir. Son goût m'a rappelé les semaines passées à survivre, avec des MR froides, des rations de combat. Là où le point culminant de votre journée, était de trouver un sachet de beurre de cacahuète qui ne soit pas gelé. Je me souviens d'avoir rêvé d'un repas chaud. Quelque chose d'aussi simple qu'un cheeseburger, ou un bol de chili. C'est au cours d'un de ces déploiements, alors que je me remettais dans un hôpital de campagne bruyant et chaotique en Afghanistan, que j'avais reçu une carte postale. La photo montrait ma famille, mes parents et Kaline, souriant sur un voilier. Les eaux de Marthaes Vineyard scintillaient derrière eux. Ils avaient l'air si heureux, si bronzés, si incroyablement lointains. Au dos, avec l'écriture élégante de ma mère, il y avait ces mots, « Chérie, j'aimerais que tu sois là, même si nous savons que c'est impossible. Essaie de te trouver, et de rentrer bientôt à la maison. Avec amour, maman. » Me trouver. Il pensait que j'étais dans une sorte de voyage spirituel, un voyage en sac à dos à travers l'Europe. Alors que j'étais allongé sur un lit de camp, une perfusion de morphine dans les veines. Mon corps payant le prix de leur paix dorée. La carte postale me semblait plus lourde que n'importe quel équipement que j'avais jamais porté. C'était le poids de leur ignorance totale, et délibérée. J'ai fini mon repas frugal, et j'ai nettoyé la boîte de conserve. Mes mouvements étaient méthodiques, automatiques. Le calme de la cabane s'est de nouveau installé autour de moi. C'était une paix fragile, une trêve temporaire dans une guerre, dont je ne savais même pas qu'elle se déroulait encore. Puis, la trêve a été rompue. Un bip strident, et perçant, a déchiré le silence. Il provenait d'une petite boîte en acier trempé, à l'intérieur de mon coffre-fort à armes. Mon lecteur satellite sécurisé. Une relique de mon ancienne vie, que j'étais censé avoir laissée derrière moi, mais une précaution que je n'avais jamais pu me résoudre à abandonner. J'ai rapidement ouvert le coffre-fort, mon cœur commençant à battre à tout rompre. L'écran clignotait, avec une alerte rouge foncée pulsante. 2 mots, crus et terrifiants. Alerte d'accès. Fichier. Daguerrepoint. Mon souffle s'est coupé. Mon sang s'est glacé. De toutes les opérations, de toutes les missions, il fallait que ce soit Daguerrepoint. La plus sensible, la plus sanglante,
celle qui avait laissé les cicatrices les plus profondes, et les plus invisibles de toutes. Quelqu'un n'était pas seulement en train de regarder. Quelqu'un, avec une habilitation de haut niveau, essayait activement d'accéder, ou de modifier le dossier. Et la piste électronique provenait du seul endroit qui pouvait transformer une enquête historique, en une menace actuelle. Au plus profond des archives de commandement de la marine américaine. L'ombre dans laquelle j'avais vécu pendant 15 ans, n'était plus un refuge. C'était devenu un terrain de chasse. Et j'étais la proie. Il n'y avait pas de temps pour la délibération. L'alerte Daguerrepoint était une déclaration de guerre. Dans mon monde, on ne répond pas à une déclaration de guerre par un comité. On répond par une action immédiate, et décisive. Et dans ma vie isolée, il n'y avait qu'une seule personne, en qui je pouvais avoir confiance pour partir en guerre. Je n'ai pas appelé. Les appels téléphoniques peuvent être interceptés. J'ai attrapé mes clés, un sac d'urgence toujours prêt, et je suis monté dans mon camion. Pendant 3 heures, j'ai conduit, poussant le Ford F-150 à travers les routes forestières sinueuses des montagnes Blue Ridge. Plus je m'enfonçais au cœur de la Virginie, plus je me sentais loin de la tromperie polie de Washington. Ma destination était une ferme isolée. Une image de tranquillité rurale, avec un pâturage clôturé de blanc, et une vieille ferme tentaculaire. C'était le dernier endroit où l'on chercherait, l'un des centres de renseignement privés les plus sophistiqués de la côte est. C'était la maison du maître principal Ren Spectre Barding, le génie technique de mon ancienne équipe. Elle était sur le porche, quand je suis arrivé, assise sur un rocking chair. Un fusil démonté reposait sur ses genoux. Chaque pièce était méticuleusement nettoyée avec un chiffon huilé. Ren était une femme de contraste saisissant. Un bronzage de fermière, et l'esprit d'une ingénieure réseau. Un comportement calme, et une capacité presque surnaturelle à naviguer dans le monde numérique. Elle était, à tous égards, un fantôme dans la machine. Elle n'a pas levé les yeux, à mon approche. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle dit, la voix aussi calme et régulière que ses mains. Mon système s'est allumé comme un sapin de Noël, il y a une demi-heure. Quelqu'un est en train de réveiller le nid de frelons. Il n'y a pas eu de banalité, pas de rattrapage du temps perdu. Nous n'en avions pas besoin. Notre lien ne s'était pas forgé autour d'un café. Il s'était forgé sous le feu de l'ennemi. C'était une confiance, qui transcendait les mots. Je l'ai suivi à l'intérieur, à travers une cuisine de ferme d'apparence normale. Puis, nous avons descendu un escalier caché derrière un mur de garde-manger. La température a chuté, et l'odeur de terre et de vieux bois a été remplacée, par le bourdonnement frais et propre de l'électronique. Nous sommes entrés dans son centre de commandement, la grange, comme elle l'appelait. C'était une merveille technologique. Des écrans brillants de lignes de code, des serveurs bourdonnant tranquillement dans des baies climatisées. Norfolk, ai-je dit, allant droit au but. L'alerte d'accès sur Daguerrepoint venait des archives du commandement naval. Les doigts de Ren ont dansé sur son clavier, dans un flot de mouvements efficaces. C'était une virtuose, et ceci était son orchestre. Des lignes de données défilaient sur l'écran principal. Ce n'est pas une requête aléatoire, commandante, a-t-elle confirmé, la voix plate, dénuée d'émotion. C'est ciblé. Ils essaient de réécrire l'histoire. Ils suppriment des journaux audio, modifient des rapports d'après-action. C'est une purge systématique. Mon estomac s'est noué. J'ai fouillé dans mon sac d'urgence, et j'en ai sorti un petit disque dur lourdement crypté. Je l'ai posé sur la console, à côté d'elle. C'était ma police d'assurance. Un enregistrement complet, non édité et non officiel, de toute l'opération Daguerrepoint. Une copie dont le Pentagone ignorait l'existence. Je suis toujours préparé à la trahison, Ren, ai-je dit, la voix froide. Surtout de la part des nôtres. Elle a pris le disque, l'expression indéchiffrable, et l'a branché sur son système. Alors que mes données intactes se chargeaient, l'image complète de la conspiration a commencé à se dessiner. C'était coordonné. C'était profond. Ils sont en train de te piéger, a conclu Ren, se tournant enfin pour me regarder. Ses yeux, habituellement si calmes, brillaient d'une lueur de colère froide. Ils ont besoin d'un bouc émissaire. Et le fantôme, qui n'a jamais vraiment été là, est le candidat parfait. Elle a laissé échapper un rire bref et sans joie. J'ai vu ton père à la télé la semaine dernière. Une de ces émissions politiques du dimanche matin.
Il disait qu'il n'y avait pas de place pour la faiblesse, ou l'échec personnel dans l'armée. L'hypocrisie est à couper le souffle. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Une confirmation amère du monde que j'avais quitté, par rapport à celui dans lequel je me trouvais maintenant. Mon propre père me voyait comme un échec à cacher. La femme en face de moi, liée à moi par rien de plus qu'une histoire commune de violence et de loyauté, me voyait comme une commandante à défendre. Ren s'est retournée vers ses écrans, sa concentration absolue. Ils ont fait une erreur, a-t-elle dit, ses doigts reprenant leur frappe rapide. Ils ont oublié que les fantômes laissent toujours une trace. Et je suis la meilleure traqueuse qui soit. Le serment tacite a été échangé entre nous, dans ce sous-sol silencieux et bourdonnant. Il ne s'agissait plus seulement de mon passé. Il s'agissait de notre vérité commune. S'il voulait effacer Daguerrepoint, s'il voulait enterrer ce que nous avions fait, et qui nous étions, il devrait d'abord nous passer dessus, toutes les deux. Le texto de Ren est arrivé 1 heure plus tard. Une seule ligne cryptée, qui a rendu l'air de ma cabane rare et froid. Seconde trace d'accès complète. Adresse IP civile. Georgetown, Washington, DC correspond au réseau domestique de l'amiral. Voilà. Le fantôme qui hantait la machine, avait un visage que je ne connaissais que trop bien. Je savais ce que je devais faire. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'ombre de ma famille s'était finalement étendue assez loin pour me trouver. Et il était temps de me retourner, et de lui faire face. Le trajet jusqu'à Georgetown semblait différent cette fois-ci. Je ne m'y rendais pas en tant que fille invisible, convoquée par un SMS froid. J'y allais en tant que commandante, en mission pour affronter une menace. J'ai garé mon camion un peu plus loin, dans la rue de l'imposante maison en briques où j'ai grandi. Un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis 5 ans. La maison avait la même apparence. Imposante, parfaite, ses fenêtres comme des yeux indifférents, fixant la pelouse manucurée. La gouvernante m'a laissé entrer, avec un signe de tête surpris mais poli. Mon père était dans son bureau. Bien sûr qu'il y était. La pièce était son sanctuaire, sa forteresse de Lego. C'était un musée, dédié à l'héritage des Brox. Les murs lambrissés de chêne étaient couverts de photographies. Mon arrière-grand-père dans son uniforme blanc de la marine, mon grand-père à la barre d'un destroyer, et des dizaines de photos de Kaline, à toutes les étapes de sa vie. Dans son premier petit costume de marin, lors de sa mise en service, souriant à côté de notre père. Il y avait des maquettes de cuirassés, des médailles encadrées, des épées de cérémonie. Et dans tout ce sanctuaire à l'honneur familial, il n'y avait pas une seule photographie de moi. Mon effacement n'était pas un oubli. C'était un acte délibéré, et soigneusement orchestré. Je savais que tu viendrais, a dit mon père, la voix douce. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Il ne s'est pas retourné. Il ne m'a pas offert de siège. Le capitaine de corvette Thorn m'a appelé, a-t-il poursuivi, le ton teinté d'agacement. Il a causé un sacré bazar. L'audace de la chose m'a frappé. Il n'était pas en colère contre le mensonge. Il était en colère, parce que le mensonge avait été exposé. Il blâmait l'homme qui m'avait montré du respect. Pas lui-même, pour avoir exigé mon invisibilité. Je n'ai pas perdu de temps en banalité. Vous avez accédé au dossier Daguerrepoint. Pourquoi? Il s'est enfin retourné, le visage arborant un masque d'autorité calme. Il s'est dirigé vers le minibar, dans le coin du bureau, et a versé une généreuse quantité de bourbon dans un lourd verre en cristal. Le tintement de la carafe contre le verre fut le seul son. Il a pris son temps, comme s'il s'agissait d'une conversation parfaitement normale. Une commission de surveillance du Congrès enquête sur de vieilles opérations, a-t-il dit, en faisant tourner le liquide ambré. Ils sont à la chasse aux sorcières. Mon nom est apparu, puis le tien. Ils avaient entendu des rumeurs, des chuchotements d'une femme commandante impliquée dans une mission compromise. Il a pris une lente gorgée, les yeux ne quittant jamais les miens. Je ne pouvais décemment pas dire à une commission sénatoriale que j'ignorais le dossier de service de ma propre fille. Alors, j'avais besoin de voir ce que tu avais fait. J'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire, pour protéger la réputation de la famille. L'aveu fut un coup physique. Plus douloureux que n'importe quel éclat d'obus. Il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'était jamais agi de moi. Il ne s'agissait pas de ma sécurité, de mon honneur, ou de la vérité sur ce qui s'était passé. Il s'agissait de lui.
de la protection de son image parfaite, de sa carrière sans tache, de son précieux nom de famille. Après 15 ans à m'avoir enterré, il essayait maintenant de déterrer mon cadavre, pour s'en servir de bouclier. Il voulait s'attribuer le mérite d'une fille, qu'il avait condamnée à une mort vivante. Un rire amer, et sans joie, s'est échappé de mes lèvres. Protégez la réputation. Vous m'en avez effacé. Vous m'avez ordonné de garder le silence. Et maintenant, vous voulez utiliser ce silence pour redorer votre propre blason. Le gouffre entre nous, celui qui s'était creusé pendant des décennies, était désormais un abîme infranchissable. Il voyait ma vie comme un atout stratégique à gérer. Je voyais ses paroles comme la trahison ultime. Il a posé son verre. Son expression a changé, pour devenir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus proche de la lassitude. Tu n'as pas échoué, Tiana, a-t-il dit, la voix baissant presque jusqu'à un murmure. Tu as réussi, d'une manière à laquelle nous n'étions pas préparés. Et ce faisant, tu nous as forcés à regarder nos propres échecs. C'est pour ça que ça fait mal. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses de sa part. Mais c'était enveloppé dans la même couverture étouffante de sa propre perspective. Il a fait glisser une petite clé USB noire, sur la surface polie de son bureau. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de ma main. Une offrande de paix, ou un pot de vin? C'est ce que la commission a demandé, a-t-il dit. Le rapport officiel. Gère ça. J'ai pris la clé. Elle était froide dans ma main. Je ne suis pas là pour régler ça pour vous, amiral, ai-je dit. Le titre formel était un mur délibéré, entre nous. Je ne suis pas là pour vous aider à rafistoler votre histoire. Je me suis retourné pour partir. Je suis là parce que quelque chose de bien plus sombre se prépare. Et vous venez de me donner la première pièce du puzzle. De retour dans ma cabane, la petite clé USB noire que mon père m'avait donnée me semblait être un poids mort dans ma main. C'était une pièce du puzzle, mais je savais que ce n'était pas l'image complète. Le rapport officiel. Je ne lui faisais pas confiance. Pour trouver la vérité, la vraie, je devais remonter à la source. J'ai envoyé un message sécurisé, au seul homme qui détenait la bande originale de mon passé. Le premier maître, Léo Béco-Vance, le spécialiste des communications de mon ancienne équipe. Il menait une vie de civil tranquille dans la banlieue de l'Ohio, maintenant, mais je savais qu'il en aurait une copie. Léo ne jetait jamais rien. Il était un archiviste numérique par nature. En 1 heure, un fichier audio lourdement crypté est apparu dans ma boîte de réception. J'ai branché mes écouteurs. Les coussinets souples m'ont isolé du monde, et j'ai appuyé sur lecture. Instantanément, je n'étais plus dans ma paisible cabane de Virginie. J'étais de retour, dans la poussière et le chaos de Daguerrepoint. Le claquement sec des tirs de fusil, le bruit sourd et lointain d'un mortier, les cris frénétiques dans une langue que je comprenais aussi bien que la mienne. Les sons étaient si vifs qu'ils en étaient presque physiques. Puis, à travers les parasites, la voix de Léo a retenti. Tendu par le stress, mais professionnel. Commandante, le colis cible est dans le bâtiment est. Mais nous avons un problème. Le bâtiment adjacent, celui à l'ouest, est en feu. Il est plein de civils. J'en compte au moins 20, peut-être plus, piégés aux étages supérieurs. Est-ce qu'on récupère le colis? Où est-ce qu'on secourt les civils? Quels sont vos ordres? Je me suis souvenu de ce moment, avec une clarté parfaite et terrible. Le poids de la décision. D'un côté, la mission. Un colis de renseignements de grande valeur, qui pourrait empêcher une future attaque. De l'autre, 23 vies humaines. 23 hommes, femmes et enfants qui allaient mourir brûlés vifs, si nous suivions nos ordres initiaux. 4 secondes de silence se sont étirées, en une éternité sur l'enregistrement. 4 secondes, où j'ai pesé mon devoir contre mon humanité. Puis, j'ai entendu ma propre voix. Calme, claire et absolue. Évacuer les civils. Priorité absolue. Les données peuvent attendre. Echo, mettez-moi en relation avec un hélicoptère d'évacuation médicale, maintenant. L'enregistrement s'est terminé. J'ai enlevé mes écouteurs. Le silence de ma cabane est revenu en force, semblant plus lourd qu'auparavant. Un instant plus tard, mon téléphone sécurisé a vibré. Un message de Léo. Ils l'ont déformé, commandante.
Le rapport officiel que j'ai vu avant de prendre ma retraite. Ils ont écrit que vous aviez abandonné un objectif principal, en raison d'une évaluation émotionnelle erronée. Ils ont transformé notre choix moral, en une erreur tactique. Ils ont fait de vous le bouc émissaire. J'ai serré mon téléphone, mes jointures devenant blanches. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une insulte, une profanation de la décision la plus importante que j'ai jamais prise en tant que leader. C'était une moquerie du principe même, sur lequel j'avais bâti ma vie, on n'abandonne jamais personne. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait Eleanor Brox, ma mère. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Elle n'appelait jamais. Ton père m'a dit, a-t-elle lancé, la voix sèche et cassante, dépourvue de toute chaleur. Il m'a dit sur quoi la commission enquêtait. Que tu avais été imprudente en mission, que tu avais laissé tes sentiments prendre le dessus. Sa voix a monté, empreinte de ce ton familier de déception résignée. Tu vois, Tiana, c'est pour ça que nous devions te garder secrète. C'est parce que tu as toujours été impulsive, ne pensant jamais aux conséquences, à la façon dont tes actions se reflètent sur cette famille. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement écouté, alors qu'elle confirmait tout ce que Léo avait dit. Pour elle, le mensonge officiel était la vérité commode. J'étais imparfaite. J'étais le problème. J'ai mis fin à l'appel, ma main tremblant légèrement. C'était ça. Le coup de grâce, la goutte d'eau. La combinaison du mensonge froid du système, et de l'accusation cinglante et aveugle de ma propre mère, a enflammé quelque chose en moi. Une colère silencieuse, et bouillonnante, qui avait été réprimée pendant 15 ans, a finalement débordé en une résolution froide et dure. Je me suis levé, et je suis allé à la fenêtre, regardant les premières gouttes d'une pluie du soir commencer à strier la vitre. Le monde extérieur s'assombrissait. J'ai pensé à ma grand-mère, une femme pieuse qui voyait le monde en termes clairs de bien et de mal. Je me suis souvenu d'un verset qu'elle avait souligné dans sa Bible familiale usée. Un verset d'Isaïe qui, selon elle, était une feuille de route pour la vie, apprenez à faire le bien, rechercher la justice, corriger l'oppresseur. J'étais resté silencieuse trop longtemps. Je les avais laissés me définir. Je les avais laissés m'enterrer. Plus jamais. Il ne s'agissait plus seulement de ma réputation. Il s'agissait des 23 personnes qui sont en vie aujourd'hui, grâce à cette évaluation émotionnelle erronée. Il s'agissait de Léo, de Ren, et de chaque membre de mon équipe, qui avait fait confiance à mon jugement. Il s'agissait de mon honneur. J'ai regardé mon propre reflet, dans la vitre sombre et striée de pluie. Et je me suis posé une question. Non seulement pour moi, mais pour quiconque a déjà été réduit au silence, ou s'est senti rabaissé pour avoir fait ce qu'il savait être juste. Que faites-vous, quand le monde qualifie votre compassion de faiblesse? Que faites-vous, quand votre propre famille qualifie votre intégrité de défaut? Acceptez-vous leur histoire, et vous effacez-vous? Ou bien, réduisez-vous leur récit en cendres, pour en construire un nouveau à partir des décombres? Si c'était vous, que choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je connaissais ma réponse. Le temps du silence était révolu. Le temps de la correction était venu. J'ai pris mon téléphone, ma main parfaitement stable maintenant. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Ren, ai-je dit, dès qu'elle a répondu. C'est l'heure. Nous entrons en guerre. Publiquement. Le fantôme avait fini de se cacher. La commandante était de retour aux commandes. Ma déclaration de guerre est restée suspendue dans l'air, entre la Virginie et l'Ohio. Une promesse scellée, sur une ligne sécurisée. De retour dans le centre de commandement souterrain de Rennes, l'atmosphère a changé. La contemplation silencieuse du passé était terminée. C'était maintenant un briefing de mission. Nous étions une équipe de cils de 2 personnes, travaillant avec l'efficacité fluide qui ne vient que d'une expérience de combat partagée. Il n'y avait pas de sentimentalisme, seulement de la stratégie. Si nous rendons cela public, nous devons savoir contre qui nous nous battons, ai-je dit, la voix purement professionnelle. Les doigts de Ren étaient déjà un flou sur le clavier, plongeant profondément dans le labyrinthe des serveurs du Pentagone. Elle a épluché les couches de pare-feu et de protocoles de sécurité, comme un oignon. Ce n'est pas ton père, a-t-elle dit après quelques minutes de silence intense, les yeux rivés sur une cascade de code. Il n'est qu'un pion. Un pion de haut rang, mais un pion quand même.
Le roi sur cet échiquier est le colonel Donovan Reed, l'architecte. Le nom m'a frappé comme un coup de poing au ventre. Je me suis figé. Le colonel Reed. Mon ancien mentor à l'école de guerre navale. Un homme qui avait bâti toute sa carrière sur les principes d'une stratégie froide, dure et basée sur les données. Un homme qui m'avait dit un jour, sur un ton privé et condescendant, que les femmes n'étaient pas faites pour le calcul froid du commandement dans l'ombre. Il croyait que notre empathie était un défaut fatal. Ren n'a pas arrêté. Et devine qui a été le principal parrain de Reed, ces 20 dernières années? Qui l'a mis sur la voie rapide de la promotion, et l'a protégé des enquêtes internes? Elle a fait une pause pour l'effet dramatique, puis a asséné le coup final. Ton père, l'amiral Tadebrox. La trahison a soudain pris une autre dimension, plus laide encore. Ce n'était pas seulement mon père, qui cachait sa fille ratée. C'était mon père, qui promouvait activement l'homme même, l'idéologie même qui cherchait à effacer les gens comme moi. Son préjugé n'était pas un échec privé. C'était une politique publique, qu'il avait défendue. Reed est trop puissant pour une attaque frontale, ai-je dit, secouant le choc et passant en mode tactique. C'est un maître de la désinformation. Il nous enterrera sous la paperasse, et salira nos réputations. Nous ne pouvons pas le combattre sur son propre terrain. Nous avons besoin d'une frappe chirurgicale. Une idée a commencé à se former. Le souvenir d'une conversation, une rumeur que j'avais entendue des années auparavant. Ren, sors-moi le dossier de service de la colonelle à la retraite Evelyn Valkyrie Shaw. Ren a haussé un sourcil, mais n'a pas remis l'ordre en question. Shaw. Elle était la contemporaine de Reed. Une légende du renseignement naval. La rumeur dit qu'elle a pris sa retraite anticipée, parce qu'elle en avait marre de la politique. Exactement, ai-je dit. La Valkyrie était une femme droite. Si quelqu'un a déjà tenu tête à Reed et à ses mensonges, ce serait bien elle. Vérifie ses journaux de bord personnels, tous les fichiers cryptés qu'elle aurait pu archiver à sa retraite. Cherche tout ce qui est lié à Reed. Pendant l'heure qui a suivi, les seuls sons furent le bourdonnement des serveurs, et le clic incessant du clavier de Ren. Puis, elle s'est arrêtée. Je l'ai, a-t-elle soufflé. Caché dans une partition protégée du dossier de retraite de Shaw, se trouvait un seul journal audio, lourdement crypté. Il a fallu 20 minutes de plus à Ren, pour le déchiffrer. C'était l'enregistrement d'une confrontation cinglante, à huis clos, entre Shaw et Reed. Il ne s'agissait pas de Daguerrepoint. Il s'agissait d'une autre mission, des années plus tôt, où la carrière d'un jeune officier avait été détruite pour couvrir une erreur de planification catastrophique, commise par Reed lui-même. La voix de Shaw était une furie froide. Celle de Reed, un déni lisse et méprisant. Ce n'était pas une preuve directe, mais c'était quelque chose de mieux. C'était un témoignage de moralité, d'outre-tombe d'une carrière. C'était un schéma de comportement. C'était notre arme. Nous n'irons pas voir la presse, ai-je dit, mon plan se solidifiant. C'est une guerre terrestre. Nous avons besoin d'une frappe aérienne, d'une opération psychologique. Je me suis penché sur la console. Envoie l'enregistrement de Shaw de manière anonyme. Pas aux médias, pas à la commission de surveillance. Envoie-le à 3 personnes, et 3 personnes seulement. L'amiral Miller, chef d'état-major des armées. Le général Franklin, commandant du corps des marines. Et le sénateur est chef de la commission des forces armées. Ren a souri, d'un rare sourire de loup. Elle a compris immédiatement. Ses pairs, a-t-elle dit. Les hommes avec qui il boit un verre au club. Ceux qui passeraient pour des imbéciles, d'avoir soutenu un serpent pendant si longtemps. Il n'y a rien que la vieille garde déteste plus, que d'être embarrassé, ai-je confirmé. Nous n'attaquerons pas Reed. Nous les laisserons se dévorer entre eux. C'est comme ça que les SEAL opèrent. Précision, efficacité, impact maximal avec une exposition minimale. Alors que Ren préparait les fichiers, mon téléphone sécurisé a de nouveau vibré. C'était Léo. Commandante, a-t-il dit, sa voix pleine d'une énergie que je n'avais pas entendue depuis des années. Je les ai trouvés. 2 des civils que nous avons sortis de ce bâtiment. Le père de cette petite fille que vous avez portée, est l'aîné du village. Ils sont aux États-Unis maintenant. Ils vivent dans le Michigan dans le cadre d'un programme d'asile. Quand je leur ai dit que quelqu'un essayait de réécrire l'histoire, ils n'ont pas hésité.
Ils ont dit qu'ils témoigneraient devant n'importe qui, n'importe quand. Une vague de soulagement et de gratitude m'a envahi. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Le combat n'était plus seulement le mien. C'était un combat pour la vérité. Et la vérité venait de trouver sa voie. La salle d'audience était située au plus profond des confins sécurisés du Pentagone. Un endroit connu sous le nom de SIF, ou Sensitive Compartmented Information Facility. C'était une boîte stérile, et sans fenêtre, conçue pour garder les secrets à l'intérieur. Aujourd'hui, elle allait être la scène où un secret serait enfin révélé. L'air était froid, recyclé et chargé de tension. Je suis entré, vêtu de ma tenue de service bleue, pour la première fois en une décennie. L'uniforme me semblait étranger sur ma peau, mais c'était une armure nécessaire pour cette bataille. À la longue table polie, siégeaient les membres de la commission de surveillance. 3 amiraux, un général et le sénateur est. En face d'eux était assis le colonel Donovan Reed, l'air détendu et confiant dans son propre uniforme immaculé. Et dans la section réservée à la famille, se trouvait ma famille. Mon père, une statue de pierre au maintien militaire. Ma mère, l'air pâle et anxieux. Et Kalin, mon frère, dont les yeux refusaient de croiser les miens. J'étais l'accusé, le fantôme qu'ils avaient convoqué pour être exorcisé. Un consultant civil, engagé par la commission, un homme du nom de Dr Alistair Finch, avec un sourire suffisant et un air condescendant, parlait déjà. Il était le mercenaire de Reed, engagé pour fournir une autopsie psychologique de mon échec. La décision prise par la commandante Brox de l'époque, lors de l'opération Daggerpoint, a commencé le Dr Finch, sa voix suintant d'une autorité condescendante, est un exemple classique de commandement compromis par l'émotion. Les données étaient claires. L'objectif principal était la priorité. Son choix de détourner des ressources vers une préoccupation humanitaire secondaire, suggère un leader dont le jugement était obscurci. Il a fait une pause, laissant ses paroles s'imprégner. On pourrait même soutenir qu'un instinct maternel mal placé a supplanté son impératif tactique. Un cas clair d'instabilité émotionnelle sous pression, un trait qui, malheureusement, peut parfois se manifester chez les femmes leaders, dans des rôles de combat à fort stress. Un faible murmure a parcouru la salle. J'ai vu le sénateur effroncer légèrement les sourcils, mais les amiraux sont restés impassibles. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, le visage brûlant de honte. La main de mon père, posée sur la table, s'est crispée en un point blanc. Il me peignait comme une femme hystérique, un agneau sacrificiel offert pour protéger l'infaillibilité du système. Reed observait simplement, un léger sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Il était en train de gagner. Mais, au moment même où le docteur Finch s'apprêtait à poursuivre, la lourde porte insonorisée, au fond de la salle, s'est ouverte. C'était Kalin. Il s'est tenu là un instant, un enseigne fraîchement promu, paraissant incroyablement jeune dans son uniforme impeccable. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé nos parents. Il a regardé droit vers la commission. Il s'est avancé avec une détermination qui semblait dépasser son âge de plusieurs années. Monsieur le sénateur, a-t-il dit, la voix tremblante mais claire. Avec tout le respect que je dois à la commission, on vous présente un récit totalement faux. Un silence stupéfait s'est abattu sur la pièce. Mon père a commencé à se lever, un câlin sec sur les lèvres, mais le sénateur a levé la main, le faisant taire. Laissez l'enseigne parler. Les yeux de Kalin ont enfin croisé les miens. Et j'y ai vu des excuses, et une supplication. Puis il s'est retourné vers la commission. Ma famille a menti. Pendant 15 ans, nous avons menti sur ma sœur. Elle n'est pas un échec. Elle n'est pas une honte. Sa voix s'est affermie. C'est une héroïne. Et j'ai la preuve que cette commission est manipulée. Il s'est dirigé vers la console de présentation, et a inséré une clé USB. Un instant plus tard, un fichier vidéo est apparu sur le grand écran. Le visage de la colonelle à la retraite Evelyn Valkyrie Shaw, vif et indigné, a rempli la pièce. L'audio était d'une clarté cristalline. C'était l'enregistrement de sa confrontation furieuse avec Reed. Tu ne sacrifieras pas un autre bon officier pour couvrir tes propres traces, Donovan, a tonné la voix de Shaw. Je sais que tu as falsifié ce rapport. Nous le savons tous les deux. Le visage du colonel Reed est devenu cendré. Le sourire confiant a disparu, remplacé par une expression de pure fureur paniquée. Mon père a fixé l'écran, la bouche légèrement entr'ouverte, le teint blême.
Les fondations de leur monde se fissuraient. À la fin de la vidéo, la porte s'est de nouveau ouverte. Cette fois, c'étaient Ren et Léo, tous deux vêtus de vêtements civils élégants, leurs expressions sombres et déterminées. Et marchant derrière eux, se trouvaient deux autres hommes. Ils étaient plus âgés, avec des visages burinés, et le maintien digne de ceux qui en ont trop vu. Ils étaient vêtus de simples habits traditionnels afghans. C'était le père de la petite fille que j'avais sortie du bâtiment en flammes, et l'aîné du village. La vérité n'était plus un rapport abstrait. Elle était maintenant présente dans la pièce, avec un visage humain. Finalement, ce fut mon tour. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers le bout de la table. La pièce était absolument silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Ils s'attendaient à une défense, à un discours passionné, à un plaidoyer émotionnel. Je ne leur ai rien donné de tout cela. Je n'en avais pas besoin. J'ai fouillé dans ma poche, et j'en ai sorti un petit lecteur audio simple. Je l'ai posé sur la table polie. L'appareil en plastique paraissait petit et insignifiant, dans cette pièce caverneuse. Je l'ai branché sur le système audio de la salle. Puis j'ai regardé droit dans les yeux le colonel Reed, mon père, et la commission. J'ai appuyé sur lecture. Les 7 minutes qui ont suivi, ont été remplies de la vérité brute, et non filtrée de daguerrepoint. Le crépitement des communications, le bruit des tirs, les cris de mes hommes, la voix paniquée de Léo exposant un choix impossible. Puis les 4 secondes de silence. Un silence si lourd, si profond, qu'il semblait aspirer tout l'air de la salle d'audience. 4 secondes où je tenais 23 vies entre mes mains. Et puis ma propre voix. Dépourvue de panique, dépouillée d'émotion, claire et autoritaire. Évacuer les civils. Priorité absolue. Les données peuvent attendre. Echo, mettez-moi en relation avec un hélicoptère d'évacuation médicale, maintenant. Quand l'enregistrement s'est terminé, j'ai appuyé sur stop. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement tenu là, laissant le silence qui a suivi faire le travail. C'était un silence d'un autre genre, maintenant. Ce n'était pas le silence de la honte, ou du secret. C'était le silence de la vérité irréfutable. Le silence qui suit un échec et mat. Je n'étais pas venu ici pour me battre. J'étais venu ici, pour laisser la vérité parler d'elle-même. Et dans les décombres de leurs mensonges, sa voix était assourdissante. Les lendemains de bataille ne sont jamais glorieux. Ils sont calmes. Ils sont épuisants. Après l'audience, j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Mais il a été suivi par la fatigue intense et viscérale d'un soldat qui vient de quitter la ligne de front. La victoire n'a pas fait la une du Washington Post. Il n'y a pas eu de réhabilitation publique. Aucune excuse formelle de la part de la marine. Le système, comme toujours, s'est protégé. La nouvelle est tombée 2 jours plus tard. Pas dans un communiqué de presse, mais dans un email discret, transféré par Ren. C'était une directive interne de la marine. Elle stipulait, dans un langage bureaucratique et froid, que le colonel Donovan Reed se voyait accorder une demande de retraite anticipée, avec effet immédiat, pour des raisons de santé. Il n'a pas été puni. Il a simplement été effacé. Le système n'a pas admis d'erreur. Il a juste enlevé la tumeur cancéreuse, et est passé à autre chose. Reed, l'architecte des mensonges, avait disparu dans le silence même auquel il avait tenté de me condamner. Il y avait une justice sombre, et appropriée là-dedans. Ce soir-là, une voiture que je ne reconnaissais pas s'est garée dans mon allée. C'était mon père. Il est sorti de sa Lexus, mais ce n'était pas l'homme que j'avais affronté dans la salle d'audience. L'uniforme imposant avait disparu, remplacé par un simple pull en cachemire, légèrement usé. L'armure était tombée. Il a marché jusqu'à mon Porsche, mais s'est arrêté sur la première marche, comme s'il savait qu'il n'avait pas encore gagné le droit de s'approcher davantage. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé ses propres chaussures chères et polies, maintenant poussiéreuses de mon allée de gravier. J'ai eu tort, a-t-il dit, la voix rauque, dépouillée de son autorité. Les mots semblaient lui causer une douleur physique. Toutes ces années, j'ai eu si peur que tu échoues, que tu nous fasses honte, que je ne me suis pas permis de voir que tu avais réussi, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il a enfin levé les yeux, son regard rempli d'une tristesse lasse. Je suis désolé, Tiana. J'ai simplement hoché la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire. C'était un début.
Quelques jours plus tard, Kalin est venu. Il a débarqué à l'improviste, tenant une boîte rose et blanche familière de Goodies Donuts, l'endroit où nous supplions notre grand-père de nous emmener, quand nous étions enfants. Il n'a pas dit grand-chose au début. Nous nous sommes juste assis sur la balançoire du porche, les vieilles chaînes grinçant à un rythme familier, et avons mangé les beignets chauds et glacés. Je t'ai regardé à travers les yeux de papa toute ma vie, a-t-il finalement admis, en regardant les arbres. J'ai vu ton silence comme de la honte. J'ai vu ton absence comme un échec. J'ai cru à l'histoire, parce que c'était plus facile que de le remettre en question. Il s'est tourné vers moi, ses propres yeux brillants de larmes non versées. J'ai eu tort, Tiana. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te voir, toi. Pas le fantôme qu'ils m'ont dit que tu étais. Puis, est venu l'appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Sa voix était chargée de larmes. Le sang-froid soigneusement construit de la mondaine de Washington, s'était finalement brisé. J'ai eu tort, a-t-elle sangloté. J'ai eu tellement tort de ne pas demander. J'étais tellement inquiète de ce que les voisins allaient dire, de ce que mes amis du club allaient penser, que j'ai oublié de demander comment ma propre fille se sentait. J'ai oublié d'être ta mère. Je suis tellement désolé. Tiana. Pourras-tu un jour me pardonner? C'étaient les mots que j'avais autrefois pensé mourir pour entendre. Mais maintenant, alors qu'ils arrivaient enfin, ils n'ont pas apporté l'exaltation que j'avais attendue. Il y avait juste une profonde et douloureuse tristesse pour les 15 années que nous avions perdues. Et en dessous, un sentiment de soulagement calme et fragile. La blessure était toujours là, mais le poison était enfin en train d'être extrait. Le test ultime a eu lieu le dimanche suivant. J'ai accepté un dîner de famille, chez eux, à Georgetown, le premier depuis des années. L'atmosphère était tendue, remplie de la politesse prudente d'étrangers, essayant d'apprendre une nouvelle langue. Autour d'un dîner de rôti de bœuf bien trop formel, mon père s'est raclé la gorge. Tiana, a-t-il dit, en me regardant avec un respect nouveau et hésitant. J'ai passé quelques appels. Il y a un poste de conseiller principal au Pentagone, travaillant directement avec l'état-major interarmé sur la stratégie des opérations spéciales. Il est à toi si tu le veux. Il a souri, d'une expression pleine d'espoir et timide. Ce serait une façon de te ramener dans le giron, une façon pour nous d'être à nouveau une famille. J'ai vu leur visage plein d'attente. Ma mère pleine d'espoir, Kalin encourageant, et mon père m'offrant une place à sa table, dans son monde, comme un moyen de se faire pardonner. C'était l'ancienne manière, la manière des Brox. Définir la famille par la position, et la proximité du pouvoir. J'ai délicatement posé ma fourchette sur la porcelaine fine. Merci, papa, ai-je dit, la voix calme et assurée. Mais non. L'air s'est immobilisé. Mon chemin n'est plus au Pentagone, ai-je poursuivi, en les regardant chacun leur tour. Et la famille n'est pas un poste auquel on peut nommer quelqu'un. J'ai pris une inspiration. Je vous aime tous, mais je ne peux pas redevenir un personnage de l'histoire de la famille Brox. À partir de maintenant, je dois écrire la mienne. Et si vous voulez faire partie de mon histoire, vous devrez m'accepter pour qui je suis vraiment. Pas pour qui vous voulez que je sois. Ce n'était pas un ultimatum. C'était une déclaration d'indépendance. Une nouvelle limite, tracée non pas avec colère, mais avec la force silencieuse et inébranlable du respect de soi. Un mois après l'audience, j'ai conduit vers l'est, en direction du soleil levant et de l'air salin de l'Atlantique. Ma destination était Virginia Beach, mais pas pour la promenade ou les touristes. Je faisais un pèlerinage. Je me suis garé, et j'ai marché vers le mémorial des Navy Seals. Un endroit que je n'avais vu qu'en photo. C'était un monument sobre, et puissant. Un mur de granit noir poli, portant les noms des soldats tombés au combat, gardé par une statue en bronze d'un nageur de combat. Je ne portais pas d'uniforme. Je n'étais pas là en tant que commandant de Brox. J'étais juste Tiana, une civile rendant hommage. J'ai longé le mur, mes doigts traçant les bords froids et nets des lettres gravées. Tant de noms, tant d'histoires écourtées. J'ai finalement trouvé ceux que je cherchais, gravés côte à côte. Maître de première classe Marcus Riptide Chen et sergent-chef Ben Sao Carter. Les deux hommes de mon équipe qui ne sont pas rentrés de daguerrepoint. Je me suis agenouillé, et j'ai délicatement placé une seule rose blanche, sous chaque nom. Ce n'était pas une mission. Ce n'était pas un devoir.
C'était un acte d'amour, un dernier rapport à mes hommes. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur perte en tant que leur commandante. Mais aujourd'hui, ici, j'étais juste une survivante, honorant les frères qui s'étaient battus à mes côtés, dans le silence. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de culpabilité. C'étaient des larmes de libération. Une reconnaissance silencieuse d'une dette qui ne pourrait jamais être remboursée, mais qui pouvait enfin être honorée à la lumière du jour. Quelques semaines plus tard, une invitation inattendue est venue de Kalin. Il m'a demandé de le retrouver à Annapolis. Pas pour une cérémonie, pas pour une fonction officielle, juste pour une promenade. Nous nous sommes retrouvés par un après-midi d'automne frais, et avons marché le long de la digue, regardant les aspirants de marine s'entraîner sur les terrains. C'était le même chemin que je courais tous les matins en tant que cadette. Les poumons en feu, l'esprit concentré sur la survie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a commencé Kalin, la voix calme et pensive. Sur le fait d'écrire ma propre histoire. Je réalise maintenant que toute ma vie, je n'ai fait que lire le script de papa. Il s'est arrêté, et a regardé le Severn. J'étais si déterminé à être le fils parfait, le Brox parfait, que je ne me suis jamais arrêté pour demander si l'histoire était vraie. Il s'est tourné vers moi, les yeux clairs et pleins d'un respect nouveau, et durement acquis. Tu m'as appris quelque chose d'important, Tiana. Tu m'as appris que le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on a peur. J'ai souri, d'un sourire sincère et sans fard. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais perdu le petit frère que j'avais toujours eu l'impression de devoir protéger. Mais j'avais gagné un homme, que je pouvais enfin respecter. Nous n'étions plus définis par nos rôles dans le monde de notre père. Nous étions juste un frère et une sœur, qui retrouvaient leur chemin l'un vers l'autre. La boucle était bouclée. L'histoire se termine là où elle a commencé pour moi. Dans la solitude tranquille de ma cabane, dans les montagnes Blue Ridge. Mais le silence est différent, maintenant. Je me suis assise sur mon porche ce matin, une tasse de café noir fumant réchauffant mes mains, et j'ai regardé le soleil se lever sur les sommets brumeux. La première lumière de l'aube a peint le ciel de nuances d'orange et de rose. Un spectacle silencieux, et a coupé le souffle. Le lecteur satellite sécurisé, autrefois une ligne de vie vers un monde secret, était maintenant rangé dans une boîte au grenier. Mon téléphone, qui avait vibré de tension et de colère pendant si longtemps, reposait maintenant silencieusement sur la table, à côté de moi. Le silence qui était autrefois ma prison, une cage froide et isolante, était devenu un sanctuaire. C'était un espace rempli non pas de solitude, mais de liberté. La liberté d'être simplement moi. Je n'ai pas changé le monde. Je n'ai pas fait tomber le système. Mais je me suis battu pour mon propre petit coin de ce monde, et je l'ai regagné. J'avais gagné la bataille la plus importante de toutes. Celle pour le droit de posséder ma propre histoire, d'être l'auteur de ma propre vie. J'ai pris une gorgée de mon café. Le goût chaud et amer m'a ancré dans le présent. L'air était frais et pur. Les oiseaux commençaient à chanter leur chœur matinal. Pour la première fois en 15 ans, je me sentais complètement, et totalement en paix. Je me sentais vraiment chez moi. Mon histoire a trouvé sa paix. Mais je sais qu'il y a tant d'autres histoires, là dehors, qui attendent d'être racontées. Des histoires de force tranquille, de sacrifices incompris, de recherche de sa propre lumière après des années dans l'ombre. Votre histoire compte, et je serais honoré d'en entendre un morceau. Si une partie de mon voyage a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que signifie pour vous, écrire votre propre histoire? Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne Chose en Revenge. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'aucune histoire ne reste inentendue.